Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Plusieurs fois par semaine, ici, on analyse, on critique, on décortique, on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et je suis avec vous pour vous parler du dernier pay-per-view avant WrestleMania de 2022. Nous sommes à l'Elimination Chamber, nous sommes dans la légendaire cage de l'enfer, mais nous sommes dans un lieu original. Nous sommes à Jeddah en Arabie Saoudite. Avec moi, j'ai emmené deux spécialistes du monde arabo-musulman, c'est-à-dire Papy. Comment ça va, Papy? Ouais, buenos dias. Non, je sais plus comment on dit. Bonjour les petits enfants. Voilà. Salam alaikum, c'est ça. Voilà, je sens qu'on est parti sur des bonnes bases. Salut Papy et salut Tonton, comment ça va? Voilà. Salut Raphaël, yes. Salut mon papy, l'insubmersible papy. Et salut peuple de catch-up. Bah écoute, il fait chaud hein, à Jeddah, il fait chaud, chaud bouillant. Ah, il est très chaud, heureusement nous étions dans une magnifique, dans un superdome, climatisé très probablement, avec une belle ambiance. Est-ce que tu as la capacité, le capacity crowded de la foule là ce soir, Tonton? On a Non, l'info? j'avais pas regardé ça particulièrement, je t'avoue, sur ce coup tu me prends au dépourvu. Pardon. Mais sachant, Jeddah, écoute, c'est une ville de 4 millions d'habitants, donc je pense que vu l'ampleur du stade, je pense que c'était un stade qui était bien à 40 000 personnes, hein, de toute façon. Hein. Après, on sait pas trop, c'est assez opaque, on sait pas trop si c'était plein, pas plein. Mais bon, le stade m'a quand même bien blindé, et puis ça s'entendait, quoi. Ouais, on avait au moins l'avantage de ça en Arabie Saoudite, c'est qu'on a une foule qui est à fond, et ce dès le pré-show. Papy, tu as pas vu le pré-show, j'imagine. Ah non, ça jamais de la vie, jamais vu. Dans le Superdome, c'est la Superdome. Je regarde pas ça. Bon, ben on te laisse aller te faire chauffer un café ou un thé pendant qu'on en parle avec Tonton, qui Tonton Ça a dû roule, je vous voir. rejoins. Voilà, tout de suite. Tonton, tu as vu le pré-show quand même? Évidemment, j'ai vu le pré-show avec Ray Ray, non mais oh! Ouais, évidemment. Il y avait qu'un seul match dans ce pré-show, donc c'était un des matchs qui était annoncé sur la carte. C'était un match entre Rey Mysterio et le Miz, avec backstage sur les bords du ring, Dominic Mysterio qui était là. Bon, un match qui a duré 9 petites minutes, voilà, avec quelques enchaînements, des tentatives de 619 par Rey Mysterio qui sont contrées par le Miz. On va pas mal utiliser l'arbitre, la foule qui était à fond avec Rey Mysterio, hein, et qui n'hésitait pas à chanter des You Suck à The Miz. Il y a même eu des This Is Awesome assez vite. Le Miz qui a tout fait pour l'emporter par tricherie, hein. Il a fait un peu une ricochet Eddie Guerrero en lançant une chaise à, à Dominic Mysterio pour faire croire qu'il a été tapé par le jeune homme. L'arbitre a marché, hein. L'arbitre y a cru, l'arbitre a exclu Dominic Mysterio des abords du ring. Le Miz croyait avoir fait le plus dur sur ce coup-là. Il tentait un skull crushing finale, mais il a été pris par Ray dans une sorte de roll-up de l'enfer, ce qui a permis la victoire du Mexicain. Donc l'honneur est sauf. Le match a été court. En revanche, un peu plus tard dans le show, backstage, nous verrons le Miz très énervé au micro des commentateurs des coulisses. Ça va pas s'arrêter là et il nous dit que lui aussi va chercher un partenaire tag team, un partenaire multi-décoré. Il a une idée en tête. Alors, Papy, tu vas pouvoir nous en parler de tout ça, même si tu n'as pas eu pré-show. Est-ce que tu sais de qui on parle? Est-ce que c'est Bad Bunny, Logan Paul, John Morrison ou Cody Rhodes? Moi, j'avais misé sur Shane McMahon, mais a priori, ce serait plutôt Logan Paul si j'ai bien suivi les dernières rumeurs. Ah, Pour mon plus grand déplaisir. Bon, du coup, je peux pas rien dire sur le match, mais par contre, sur ce choix-là, ça me ferait bien chier, même si le Miz avait déjà été avec Bad Bunny l'an dernier à WrestleMania, ça s'était bien passé finalement, mais bon, on en reparlera, mais ce serait quand même bien que la WWE utilise un peu ses catcheurs cette année, quoi. Mais tonton, là, qu'as-tu pensé? vous supputez là sur le mec que va annoncer le Miz, c'est ça? C'est Ah, ça, mais on peut parler du match avant, tonton. Bah écoutez, ma supputation à moi, ben je suis bien mari de vous donner une réponse parce que franchement, j'en ai aucune foutre idée quoi. Alors j'espère surtout pas que ça sera Cody Rhodes. Mais alors surtout pas. Et je pense plus, effectivement, je trouve que l'idée de papier est pas mauvaise dans le sens où ouais, effectivement, je m'attends plus à une espèce de guest star, voilà, un peu spécial pour WrestleMania. Donc pourquoi pas Logan Paul, j'avais pas du tout pensé à lui. Mais je vais pas donner de nom, mais je vais plutôt penser effectivement à une guest star, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le match en lui-même? Le match, franchement, il n'y a pas énormément de choses à en dire. C'était un match vachement classique, qui était plutôt pas mal, qui était plutôt rythmé et tout, avec la foule à fond. Ce qui était bien, l'information dans ce match, c'était que le public a apparemment été chaud et allait être lancé pour être chaud quand même à une bonne partie de la soirée. J'ai bien aimé le Ray Ray, il sait se faire des amis partout, quoi. Il avait la tenue
impeccable quoi pour l'Arabie Saoudite quoi. Il avait les couleurs, le code couleur, les signes en lettres arabes. Enfin bref, c'était parfait quoi. Le Ray, il faut rien toucher. Ouais, victoire avec le roll-up. Alors j'ai fini la review de SmackDown en espérant qu'on n'ait pas trop de bridging au Connor Roll. Bon, mal barré dès le pré-show, on avait déjà un roll-up. Mais sinon c'était pas très grave et ça lançait le truc quoi. Ouais, c'était un match assez classique, effectivement, d'opener, de kick-off, de show. Mais maintenant, on va partir sur le vrai du sujet, là, le dur. Là, on est vraiment, hop, on va rentrer dans le vrai Elimination Chamber. Et on attaque fort, hein, puisque notre opener, ce sera ni plus ni moins que le titre universel. 500 et quelques jours de règne pour Roman Reigns, qui a l'honneur d'ouvrir le show, hein, avec une Bien, énorme... moi je trouvais personnellement que c'était une bonne idée de mettre ce Ouais, match en ouverture. ouais, bah ça, en tout cas, ça a fait une énorme pyro, des feux d'artifice, des entrées, un Roman Reigns qui entre avec, bon, en plus sa musique qui est faite pour des stades comme ça, hein, qui prend en plus le micro pendant une petite fraction de seconde pour dire tout simplement au peuple d'Arabie Saoudite, Kingdom of Saudi Arabia, donc quand même le royaume, acknowledge me, donc ça marche, hein, la foule réagit. Et ensuite, on a l'entrée de Goldberg, qui est aussi peut-être la meilleure chose qu'il reste à Goldberg, hein, avec les pyros, la lumière, les explosions, tout ça. Mais ensuite, on y est. On a ce match qui a lieu enfin. Un match qui va démarrer plutôt avec une domination de Roman Reigns. On part à l'extérieur du ring. Ça envoie un peu ça envoie Goldberg sur la table des commentateurs. Et puis on remonte sur le ring. Mais au moment où on remonte sur le ring, Goldberg arrive à cueillir son adversaire d'un spear. Il a l'air bien parti, mais il va être pris lui aussi par un Superman Punch notamment. Roman Reigns s'élance pour un spear. Il est contré par un deuxième spear de Goldberg. Là, le vieux challenger qui saigne un peu déjà du crâne commence à prendre les devants. Il essaye de saisir son adversaire pour placer un jackhammer. Il n'y arrive pas. Et en fait, il est saisi lui-même dans une guillotine qui va être longue, qui va être une lente agonie. Mais Goldberg n'en sortira pas et il va s'évanouir. En fait, c'est l'arbitre qui va signer la fin du match. Roman Reigns prend sa ceinture avec. Il était arrivé avec toute la famille, hein, puis là il avait toujours Paul Heyman au bord du ring. Il prend la ceinture, il repart, il s'en va, le taf est fait, le match est gagné, le règne continue. Et pour Goldberg, peut-être qu'on s'arrêterait là. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener, tonton? Bon, écoute, bah, comme je l'ai dit au préalable, je trouve que c'est une très bonne idée de commencer par ce match parce que ça aurait été un peu bizarre s'il avait été un peu noyé dans la carte avec les deux matchs de l'élimination, sachant que le dernier match masculin de l'élimination serait le main event. Et donc pour avoir le maximum de pop, je trouve que c'était bien fait. Moi j'ai été assez surpris voilà d'entrée justement des deux pop des gars de Goldberg. Je m'attends, mais Goldberg il est adoré en Arabie Saoudite. Hein. Du coup, tu vois en préparant l'émission, je regardais, mais c'est hallucinant en fait. C'est quasiment le mec qui est demandé quasiment en premier quoi. Alors c'est fou, j'ai du mal à me l'expliquer. Bah, effectivement, ce gars a une belle shape pour l'âge qu'il a à 55 ans. Mais il est temps qu'il arrête, quoi. Il est temps que ça se termine. Franchement, il est temps que ça se termine, quoi. Le match a duré 6 minutes, hein, c'est ça. De toute façon, j'en attendais pas beaucoup plus. Pour moi, Roman Reigns a délivré la marchandise. Il a encaissé les spires du retraité, histoire de dire je les encaisse. Il a terminé par une guillotine de bonne aloi. Holberg a plus ou moins laissé fuiter que ça pourrait être son dernier match, ou en tout cas pas loin du dernier. Espérons qu'il nous dise la vérité, cet homme. En tout cas, la tête de la table repart avec la ceinture. Franchement, les doigts dans le zen, quoi. Papy, même impression? Ouais, ma impression sur une partie, c'est sur la partie que c'était bien un bon choix de le mettre en premier. Je suis assez d'accord là-dessus. Comme ça permettait de tuer le sujet. Rennes, c'était compliqué de le noyer au milieu de la carte. Clairement, ça pouvait pas être lui le main event. Enfin, vu la tronche du match, ça aurait été un peu un scandale. Nous, on se trouve, c'est un vrai main event avec du vrai spectacle. Hein, on en reparlera. Et du coup, bah, ce choix-là ne m'a pas désorienté. Au contraire, j'étais content. Après, encore dans le match, j'étais un poil moins content parce que j'ai l'impression que Goldberg est arrivé dans la pire shape de sa vie là. Il était complètement cramé, rien qu'en remontant la rampe, il était déjà à bout de souffle et il aura absolument rien fait du match. Il a fait deux pauvres spears, je crois que c'est le pire spear de sa vie. Il fait un câlin en fait, il fait des hugs à Reigns qui fait tout ce qu'il peut pour le vendre, mais bon, quand t'as un mec Ah. qui se coupe sur toi, c'est compliqué. Et puis bah au final, il se fait latter. L'avantage effectivement, c'est que il aura pas trop souffert. Il s'est bien fait latter la tronche. On peut espérer que ce soit la dernière, mais il faut, parce que moi, je veux bien qu'il vienne un peu de temps en temps en monstre de foire, comme peut le faire Austin, à faire des stunners, pour faire popper un peu la foule. Mais par contre, il faut plus qu'il vienne faire des matchs, quoi. Il est complètement cramoisi, le papy.
Et le papy Goldberg, il faut qu'il raccroche. Mais du coup, tu peux plus le ressentir comme une menace, quoi. C'est plus possible, quoi. Là, maintenant, ça y est, on nous l'a assez fait, quoi. Alors, je dis pas le de Goldberg qui est revenu en 2016, etc. Moi, j'avais plutôt bien aimé le run avec la feud face à Brock Lesnar et tout ça. Mais après, petit à petit, ça s'est effrité jusqu'à ce qu'on arrive à partir des catastrophes à partir de 2018. Et chaque pseudo-retour qu'il a fait, ce sera concrétisé par des matchs mauvais. Là, on sent, hein, il veut passer le jackhammer. Mais il n'y a pas moyen, quoi, de toute façon, quoi. Il est 2 crans, 3 crans en dessous le Big Dog, quoi. Il y a vraiment là-dessus, moi, je serais catégorique, quoi. Bah, il est sur une losing streak, hein, de toute façon, Oui, ça fait après Ouais, il a Bobby battu Lashley. Lashley quand même. Il a battu Ouais, Lashley. c'est ouais, vrai. par disqualification ou je sais pas trop quoi. C'était pas une vraie victoire. Il l'a pas battu clean quand même, hein. Si, il l'avait battu au dernier champ d'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, c'était une de ses rares belles performances. Il avait battu Lashley en le passant à travers une table, là. Ouais, je me souvenais plus de comment Un ça False Count finissait. Anywhere. Non, il l'a pas battu. Peut-être que j'ai Je une sais connerie, hein, mais. Ah, on fact checkera ça, mais en tout cas, moi je pense que, comme vous, que le tour est fait. De toute façon, maintenant il a affronté tout le monde. Il a eu Drew McIntyre, il a eu Mais Lashley, il a bon, eu. Voilà. Effectivement, il était pas en forme physiquement. C'était pas spectaculaire. Ça. Bon, bah voilà, ça fait une personne de plus. Alors, par contre, pour la petite anecdote, sachez qu'en gagnant ce match, Roman Reigns sera battu officiellement tous les anciens champions universels de la WWE. Vous pouvez faire la liste, il les a tous battus pour ce règne, hein, que ce soit Finn Balor, Seth Rollins, Kevin Owens, Bray Wyatt, Braun Strowman, tous les mecs qui ont été champions universels ont désormais été battus par Roman Reigns. C'est à peu près le seul intérêt, je pense, de cette rencontre voilà, qui était pas prestigieuse et pas de qualité, non, pas en soi, pas très spectaculaire. Mais bon, effectivement, ça pouvait marcher nulle part ailleurs qu'en Arabie Saoudite, je pense. Un public qui scandait des This is Awesome quand il y a eu le Goldberg Undertaker quand même. Donc voilà, on connaît leur niveau catchesque à ces gens-là. alors d'un autre côté, ça quand même, moi je trouve que ça soulage un peu, si tu veux, la vision du pay-per-view parce que le fait d'avoir un public super enthousiaste et sans injure quelconque d'un public peut-être plutôt naïf, tu vois, qui vient vraiment au spectacle, qui vient au cirque. Ah oui, Et que du coup, bah, avoir, même dans un match de très mauvaise qualité comme on a eu droit sur ces 6 minutes, avec un Goldberg à la dérive, bah, au moins c'est un peu sauvé par le public et l'ambiance. Et puis on l'a pas signalé dès le départ, mais ça pète tellement fort en termes de pyrotechnie, de feux d'artifice, de production monstrueuse, parce que tout au long du show, que ce soit dans les vidéos packages, mais surtout sur tout ce qui se passe aux alentours du ring, la rampe, le titantron et tout, il y a une production, mais énorme, les gaziers, quoi. J'aurais été curieux, très curieux de voir la table de console lumière et la table de console son des mecs qui ont géré ce bignou là, parce que c'était incroyable. Ça, alors là, je peux vous le dire, hein. il y avait du pyro, ça, il y avait du pyro. Du pyro, il y en a un petit peu moins pour le deuxième match de la soirée, qui démarre directement par tout simplement un des matchs de la cage, hein, le match de la cage féminin. Donc nous avons un casting qui entre petit à petit. Alors toutes les femmes sont vêtues pour paraître bien en Arabie Saoudite, donc pas de chair visible, mais bon, certaines ont un peu customisé, hein, notamment Rhea Ripley qui est tout en cuir qui arrive. Bon, il y a Nikki Ash, il y a Liv Morgan, il y a Doudrop. Il y a Bianca Belair, et puis bah, la dernière à entrer sous une pop remarquable, c'est Alexa Bliss. Et elle est vraiment une star puisqu'elle entre en dernier alors qu'en fait elle rentre dans une loge, c'est un peu inhabituel. Et elle a même dans sa loge sa balançoire, donc on retrouve tout, on retrouve l'Alexa Bliss époque Lily, hein, époque poupée, même s'il n'y a pas la poupée. Et donc on commence par qui? Tiens d'ailleurs j'ai oublié de noter, on a Liv Morgan et Nikki Ash, non? Cash. Ouais, Ouais. voilà, Liv Morgan et Nikki Ash qui commencent. Alors j'ai pas vu l'info, mais il me semble que les cellules s'ouvraient beaucoup plus vite que d'habitude, non? C'était toutes les 3 Sur les minutes? filles, j'ai l'impression que c'était plus que chez les garçons, en tout cas. Ouais, toutes les 2 minutes j'ai l'impression. Enfin bref, on a des entrées successives, on a Doudrop qui entre en premier, si ma mémoire est bonne, qui va sortir assez vite. Tout drop, Euh, ouais. Rhea Ripley ensuite. Alexa Bliss en Alexa avant-dernière. Bliss en avant-dernière et Bianca Belair qui va rentrer en dernière. Dans les ordres d'élimination, bon, on a Rhea Ripley qui va réussir à placer un Riptide sur Nikki Ash pour l'éliminer en tout premier. De mémoire, c'est après une séquence où elles font une sorte de superplex à plusieurs. Là, je sais plus trop ce qui se passe, mais il y a une espèce d'avalanche collective. Liv Morgan va réussir à éliminer Doudrop, qui va sortir finalement assez vite.
l'entrée d'Alexa Bliss, ça fait une grosse pop, hein. Alexa Bliss qui enchaîne un peu dans tous les sens, notamment avec des DDT et autres virevoltages. Elle va éliminer Liv Morgan. Et donc, elles sont plus que trois. Elles sont plus que trois. Bianca Belair et Rhea Ripley qui, un temps, ont essayé de s'allier. Il y a eu une séquence assez marrante où on a vu Bianca Belair et Rhea Ripley regarder Liv Morgan et Alexa Bliss qui étaient au sol pour leur porter une double verticale souplex. Ça, c'était assez rigolo. Bon, ensuite, elles vont s'affronter l'une contre l'autre. Et Bianca Belair va réussir à placer son KO10 sur Rhea Ripley. Donc la grande performance de Rhea Ripley du Gauntlet Match ne sera pas renouvelée, elle est éliminée. Et Alexa Bliss se retrouve contre Bianca Belair. C'est assez court. Alexa Bliss essaye en sautant sur la tête de son adversaire, en lui faisant des coups de genoux à la hauteur, en tentant des DDT. Mais elle sera elle aussi prise par le Kiss of Death, le baiser de la mort. Donc victoire finale après 15 minutes 45 de match. Victoire finale dans cette cage pour Bianca Belair, qui retrouve donc WrestleMania, qui retrouve donc un match pour le titre et qui va retrouver donc la championne de Raw, dont on saura qui c'est un peu plus tard dans la soirée. Est-ce qu'on retrouve quelque chose d'assez logique, Papy? Est-ce que c'était ta favorite, je crois? C'était ma favorite, même si au final, j'avais pas voté pour elle parce que je la voyais trop favorite. Finalement, bah, j'aurais dû rester sur mon avis de base. Ouais, la durée du match, 15 minutes, me semble confirmer le temps très très réduit dans les entrées parce qu'on aurait quand même 4 entrées dans la cage et pour un total de 15 minutes, ça me semble très court. On comparera ça avec le main event, l'équivalent masculin, je pense que ça a été beaucoup plus long. Alors que finalement, sur le papier, il n'y a pas de raison. On en reparlera. Et sur les filles, donc Bianca, ouais, bon choix en tout cas, parce que pour moi, c'est la numéro 1 des filles. Ben, celle qui a gagné les awards de Catch Up l'an dernier, quand même. Merde, c'est pas rien. Ah bah oui. Et puis non, c'est largement la numéro 1 chez les filles. Je pensais même qu'elle aurait été capable d'avoir un match sans ceinture à Mania tellement elle est au-dessus, histoire de dire, bah voilà, on a un match pour la ceinture et un match avec une méga star. Non, non, finalement, ce sera Bianca dans le match pour la ceinture, bah tant mieux. Le reste du match, j'ai pas été super convaincu. Il y a eu quelques petits moments sympas, comme tu l'as dit. Effectivement, les verticales souplex avec en plus la jupe d'Alexa Bliss qui tombait sur la tête de Rhea Ripley qui du coup s'en amusait en la soulevant la soulevant la baissant. Ça devait bien plaire à l'Arabie Saoudite, ce petit manège. Mais sinon, le match en lui-même, il a été expédié, j'ai trouvé. Les filles entraient trop vite. Il n'y a pas vraiment de truc marquant, hormis ce dont on vient de parler. Et puis la fin, t'as Rhea Ripley qui se fait sortir avant Alexa Bliss. Alors, Alexa Bliss, je comprends, elle a une grosse pop auprès du public. Effectivement, elle leur fait rentrer en dernière, alors que c'était même pas une des filles qui a démarré le match. Là, au final, bah, elle est supportée par le public à mort, mais par contre, in-ring, ça valait pas tripette quoi contre Bianca Belair quoi. Donc moi j'aurais bien voulu un 5 minutes de Rhea Ripley Bianca Belair un peu dans la foulée de ce qu'elles avaient fait à Raw. Un truc en disant voilà, on est les deux plus puissantes largement de cette Elimination Chamber, donc on va se foutre sur la gueule. Là, on se retrouve avec Alexa Bliss versus Belair, ça n'a pas la même saveur quoi. Et donc du coup, bah, heureusement qu'elle s'est fait manger la petite Bliss. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça assez moyen pour une chambre d'élimination. Un peu pauvre catchesquement parlant, tonton. Ouais, j'ai été assez surpris. Alors je t'avoue, le match a débuté sur les coups de 18h40, 45. Je me suis dit, oh bah c'est cool, l'Elimination Chamber féminin qui commence, je vais me servir un petit apéro, je vais m'installer, tout ça, je me ferai à manger après, tranquille, etc. Puis bam, le match a duré 15 minutes. Et puis alors, d'une pauvreté, alors moi j'ai adoré les gears des filles, j'ai trouvé que c'était superbe, vraiment, enfin j'ai trouvé ça vraiment bien trouvé et tout ça quoi. J'étais même étonné qu'elles aient les cheveux libres. En fait, je m'attendais à les voir arriver avec des espèces de combinaisons finalement non pas du tout, cheveux libres et tout ça. Et dans les combis, moi j'ai trouvé ça super bien. J'ai vraiment, moi j'ai apprécié ça. Et puis après, bah le contenu catchesque, ouais effectivement, il a été pauvre. Et puis alors là où je vais rejoindre Papy à 1000%, c'est ce finish que je ne comprends pas quoi. Alors moi j'avais donné Rhea Ripley en prono en vainqueur. Et au-delà de la défaite de Rhea Ripley, c'est surtout le principe que ça soit Alexa Bliss qui finisse avec Bianca Belair. Pour moi, non, c'est pas possible. Alexa Bliss, elle n'avait pas catché depuis des semaines et des mois.
Pour moi, elle n'était pas au niveau là, et ça allait pas quoi, ça allait pas, surtout face à une Bianca Belair qui est un monstre athlétique. Il faut lui donner du répondant, et il fallait terminer, quitte à faire un match de 15-16 minutes, et ben il fallait terminer un peu en beauté. Et là, moi, j'étais totalement refroidi sur le finish, parce que je savais que Bianca Belair allait gagner. Enfin, franchement, j'avais zéro doute sur le fait que Bianca Belair allait battre Alexa Bliss quoi. Donc vraiment, pour moi, ouais, il y a eu une perte là. Je me suis dit, oh là là, mais comment ça se fait? Et puis ces 15 minutes, j'arrivais pas à comprendre, quoi. Parce que plus le match avançait, et plus je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas de gros spot, quoi. Personne ne monte, ou alors c'est vraiment, tu vois, ouais, on fait un truc vite fait. Liv Morgan, elle a un peu tenté, bon, voilà, mais il y a même pas un spot où tu peux dire, oh là là, ouais, alors voilà, là, il y a eu un spot de fou quand même à ce moment-là. Bah non, même pas. Donc c'est resté un match assez plat. Et puis un vainqueur, juste pour terminer sur Bianca Belair, quelque part vainqueur naturel parce que elle veut sa revanche à Becky Lynch, qu'elle arrête pas de le clamer haut et fort. Elle a expliqué à Fightful Wrestling que à la sortie du fameux match des 26 secondes, elle avait longuement parlé avec le mentor John Cena, qui lui avait dit mais c'est pas grave et tout, faut pas que t'arrêtes ta carrière, elle s'arrête pas là-dessus, etc. Tu vas construire plein de belles choses. Et elle continue, hein, elle est quasi, je sais pas ce que vous en pensez, mais Bianca Belair, elle est quasi invaincue. Je crois qu'elle gagne depuis qu'elle est dans le main roster. Elle a gagné quasiment tous les gros trucs, quoi. Et les Elimination Chamber, Survivor Series, Rumble, WrestleMania, elle a déjà tout gagné. Et alors là, voilà, il lui manquait l'Elimination Chamber, elle a gagné l'Elimination Chamber. Et face à une Alexa Bliss qui était quand même une ancienne vainqueur de l'Elimination Chamber. Donc voilà, c'est QFD. Ouais, c'était pauvre, hein. Moi, j'ai trouvé catchesquement parlant clairement, et c'est sûr. Bon, le plateau y était sûrement pour quelque chose, hein. Nikki Ash, Doudrop et Liv Morgan, ça fait déjà, on va dire, la moitié qui, bon, c'est pas des gens habitués à quelque chose d'extrême dans ces stipulations. Il y a pas de gros spots. Je suis d'accord avec toi, tonton. Le face à face entre les deux géantes, hein, les deux vraies femmes fortes, il n'a pas eu lieu, et au final, c'était beaucoup moins bien que le fameux gauntlet match de Raw, donc c'était un peu dommage. Et Alexa Bliss, moi, tu vois, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où moi, je le craignais, j'y croyais. Je pensais qu'Alexa Bliss allait gagner parce que, bah voilà, retour en force, grosse pop, nouvelle FUD, bon, pourquoi pas. Je pensais que bon, bah, finalement, elle est revenue pour perdre, ce qui est un petit peu étonnant. Mais c'est vrai que quand elle était toute seule, quand ils sont restés les trois finales, là, juste Alexa Bliss et les deux autres qui font deux fois sa taille, je me suis dit comment ils vont nous scénariser ça. Et quand Rhea Ripley est sorti assez vite, finalement, je me suis dit, oh là là. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Comment Alexa Bliss? J'avais peur qu'ils nous sortent un tour de magie ou je ne sais quoi. Bon, ils sont pas allés jusque-là. Je suis content pour Bianca Belair et je pense que l'affiche à WrestleMania va être tout à fait légitime, mais on a eu une chambre assez triste et assez pauvre. On n'a pas eu une chambre extrême là. On a eu une petite chambre d'enfant, je trouve. Mais bon, c'était comme ça. On n'a pas grand-chose à dire en fait là-dessus. Hein. C'était Ouais, hein. tellement pauvre que nous-mêmes on est un peu le souffle coupé sur cette affaire. Et alors, heureusement que les futurs matchs vont nous donner de quoi dire, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Bah écoute, on va rester dans la douceur féminine puisque visiblement ça plaît à l'Arabie Saoudite. Et on va passer sur un monstrueux tag team match féminin. Avec d'un côté la championne féminine de SmackDown, quand même, Charlotte, accompagnée de l'une des general managers de la WWE en ce moment, Sonya Deville. Et de l'autre, nous avons Naomi, avec Ronda Rousey, la gagnante du Royal Rumble. Donc on a quand même un gros plateau. Alors, Ronda Rousey, trend topic en Arabie Saoudite et aux États-Unis pendant toute la soirée, quoi. voilà, et Ronda Rousey, puisque tu parlais des gears, des tenues obligatoires pour les femmes, puisque voilà, il faut un peu faire preuve de créativité, qui est venue en kimono, là, en judokat, pieds nus, donc c'était assez Kimono sympa. olympique. Kimono olympique. Charlotte Flair, elle était dans une très belle tenue aussi, j'ai trouvé. Euh, et Sonya Deville arrive avec le bras dans le plâtre, enfin dans le bandage. Et alors, j'ai pas suivi si c'était quelque chose qui s'était déclaré à SmackDown ou sur Twitter ou autre, mais Ronda Rousey se fait attacher une main dans le dos. Ouais, c'était annoncé à SmackDown, ouais. Ouais. Et parce mais que ça veut dire que tu n'as pas écouté notre review, mon Raphaël, hier. C'est un scandale. C'est eh un ben, scandale. Papy eh, va chercher tout de suite un collar dog, Moi, je pense que je vais quitter l'émission tout de suite là. Adieu. puisque c'est comme ça, je m'en vais aussi. Débrouille-toi, Raphaël. je suis Merde. désolé. Mais en fait, c'est incroyable parce que je dis ça et en disant ça, je me rends compte que je crois que j'ai totalement oublié de regarder SmackDown cette semaine. Ah bah, Parce que t'as rien raté. Il y a eu que ça. j'étais de sortie de week-end et puis j'étais pas là vendredi, samedi, j'étais pas dispo. Je me suis dit, allez vite, l'Elimination Chamber, je me la lance. Et puis là, je suis en train de me dire, mais en fait, j'ai pas vu SmackDown, je crois. Il y a eu un Donc, match pour un titre. C'est tout ce qu'on peut te dire.
D'accord, oui. Ok. Ah putain, mais oui, c'est vrai, il y avait Sami Zayn et tout ça. Ah bon, mais j'ai raté. Ok, Aïe, aïe, aïe. ne m'en parlez pas, je rattraperai ça. Ok. Bref, donc Ronda Rousey a les mains dans le dos, sauf que grosse blague, en fait, Sonya Deville, elle enlève son bandeau, elle est pas du tout blessée au bras. Haha, excellent, formidable les heels. Et honnêtement, j'ai pas grand-chose à décrire de ce match à part ça. Voilà, ça a tagué d'un côté de l'autre. Charlotte, elle a joué la heel, elle a dit allez, vous voulez que je rentre, vous voulez que je rentre, allez, je rentre. Et puis bon, finalement, elle a refait le tag à Sonya Deville. Elles ont un peu essayé de tabasser dans le coin. Voilà, toujours les heels qui essayent d'isoler la face en péril. Ronda Rousey, qui a eu quand même un petit peu de mal avec son bras attaché, qui a un peu pavoisé, enfin, qui a eu un petit peu de mal quelque temps. Les autres essayaient d'en profiter, mais au final, quand même, elle va réussir. Ronda Rousey à coincer le bras de Sonya Deville, à lui faire un son armbar et à la faire taper. Donc victoire des gentilles. Heureusement, l'honneur est sauf. Voilà, papy, tu voulais avoir des choses à dire. Là, t'es enthousiaste. Enthousiaste, non. Enthousiaste, Non. non. Ah non. Plus satisfait que pour l'Elimination Chamber, oui. Je le dis. J'ai trouvé qu'elles avaient tenté de faire le taf malgré tout. Elles ont plutôt bien embarqué le public, qui était pas mal dedans, je l'ai trouvé. La petite entourloupe de Sonya Deville avec son bras faussement cassé, bah, je l'avais senti venir à 10 km, mais en même temps, c'était pas dur, puisque dans le SmackDown, alors pas celui de la veille, mais celui de la semaine d'avant, elle avait quand même enlevé son plâtre pour se défendre contre Ronda Rousey, donc on voyait bien qu'elle n'avait pas le bras cassé. Mais manifestement, bon, c'est un peu tous des poissons rouges, j'avais tous oublié ce petit passage-là. Et pour le reste, ils ont plutôt bien joué sur la stipu avec bah, Naomi qui était finalement là pour qui était pas mal soutenue pour le public pour aider Ronda, là, alors que normalement on aurait plutôt pensé l'inverse finalement dans cette relation-là, mais le bras attaché dans le dos a permis de faire ce petit truc-là. J'ai trouvé que Ronda Rousey a pas bumpé malgré son bras dans le dos, elle s'est passée dans les cordes, dans les poteaux, tout ça, alors que voilà, je trouve qu'elles ont quand même fait un travail plus qu'honorable. C'est pas sur ce match-là que je vais sanctionner ma soirée, parce que je trouve que bah, pour ce qui était sur le papier et ce qu'elles ont réalisé, ça a fait le taf. Tonton, positif, te Ronda Rousey que tu adores. Ouais, positif, oui, déjà dans le sens où, bah, encore une fois, le public a largement aidé à ce que ça mette un peu de hype dans ce match. Après le coup du bras dans le dos attaché, bon, écoute, j'ai pas trouvé ça super terrible. C'était pas très très bien foutu. En plus, on voyait bien qu'elle pouvait déplacer un peu ses poignets, etc. Bon, c'était pas super bien foutu ce truc-là, quoi. Mais après, comme le match a pas été très long, eh ben ça passait. Tu vois, ça a duré 9 minutes. Ça a permis à un peu aux quatre d'avoir chacune un spot. Elles sont passées un peu les unes après les autres. La petite fourberie de la Hill qui va bien de Sonya Deville avec l'histoire du plâtre un peu à la Cowboy Orton. Écoute, voilà. Moi, Ronda, ouais, je suis un archi convaincu, hein, moi, de Ronda, hein, de toute façon. Et puis, voilà, je regardais le Twitter en même temps et tout ça. Je voyais bien un peu comment ça explosait. C'est elle qui a fait le top de la soirée, hein. Mais c'est vraiment. Je veux la voir vraiment dans mes vrais matchs de catch, etc. Là, pour moi, c'est un peu des parodies, ça. Et c'est ça un peu qui me pose problème, quoi. Mais donc, du coup, je peux pas dire que j'ai énormément apprécié ce match. J'ai trouvé ça assez rapide, donc du coup, ça allait. Oui, ça peut aller. Ouais, bon, effectivement, comme vous l'avez peut-être ressenti dans mon commentaire, j'avoue que ça m'a pas vraiment passionné, ni de toute façon ni l'intrigue ni rien de m'intéresser. Oui, c'est une sorte de match de gala pour un truc de transition assez typique pour le vainqueur ou la gagnante du Rumble. Voilà, on l'occupe un peu. Bon, moi je trouve que c'est Charlotte Flair avec sa belle tenue et son acting de heel toujours total qui était plutôt pas mal. Mais sinon, je ressors pas grand-chose de ce match-là en termes de prestations catchesques là non plus. On est bien Mais d'accord. Mais nous avions encore de la prestation, hein. On avait une grosse tipu quand même, hein. On avait un False Count Anywhere ce soir qui nous attendait. Donc c'est un peu l'inverse d'une cage, hein. On peut aller partout. C'est l'Elimination Chamber renversé. Et ce False Count Anywhere, il a lieu entre Drew McIntyre et Madcap Moss. Donc Drew McIntyre lui aussi qui arrive avec l'épée, le spectacle, tout ce qu'il faut. Son épée, il l'a même avec lui aux abords du ring, hein. Il a un porte-épée qui est intégré au ring. Et Il va donc le tuer un concept, mec un jour. il va y avoir un blessé, je pense. Et le concept, donc, False Count Anywhere, c'est-à-dire que le tombé, la victoire peut avoir lieu n'importe où, donc il n'y a pas de compte extérieur, il n'y a pas de disqualification. Et bien sûr, dès que la cloche sonne, Happy Corbin qui était là se jette sur Drew McIntyre. Voilà, ils font un peu une sorte de handicap match, mais pas tant que ça. Tout le match, Corbin, Ouais. il va parfois s'en aller, parfois il va jouer
le manager classique qui est aux abords du ring et qui tape sur le ring pour encourager son poulain. Puis de temps en temps, il remonte, prend une petite branlée, puis il s'en va. Bref. Bon, on va jouer un petit peu à l'extérieur, c'est vrai. Hein. Drew McIntyre, il va être placé par les deux autres, il va être envoyé à travers les barricades. On va partir jusque sous le Titantron parce que Drew McIntyre poursuit Happy Corbin et puis il va envoyer Matt Catmos dans les lumières. Là, ils vont clignoter comme toujours parce qu'ils sont très réactifs ces lumières. Mais bon, bah, il va lui aussi subir, enfin, il va subir encore une fois le pouvoir de la force. Hein. Ils vont lui faire à deux une souplesse là sur la rampe d'accès. Hein. Donc, Drew McIntyre, il a un peu pris cher. Mais finalement, quand même, il va réussir à poursuivre. On va remonter sur le ring. Et puis, bah, il va prendre le dessus, l'Écossais. Il va sortir son épée. Il va menacer King. Ça, je l'appelle King. Il va menacer Happy Corbin de son épée. Alors, Corbin, il fuit à l'extérieur. Et donc, McIntyre va réussir à placer un Claymore à Matt Catmos en tenant son épée. Voilà, c'est une petite nouveauté. Et à remporter ce match, ce Falls Count Anywhere. Après avoir, il faut quand même le préciser, placé à Matt Catmos un énorme spot bump, tout ce que vous voulez, où il est fait tomber sur un Alabama Slam, hein, je crois de mémoire, la tête pile contre le ring. Mais Matt Catmos a la tête dure. Visiblement, c'est ce qu'on peut retenir de cette soirée, n'est-ce pas, tonton? Oui, oui, on peut. Il a intérêt à l'avoir dur, hein, parce que ce spot est absolument incroyable. Hein. Là, sur le coup, moi, j'ai cru qu'on allait avoir un décédé. C'était incroyable, quoi, cette chute-là. Mais alors, c'était vraiment le bump jusqu'à présent de la soirée, archi dangereux et tout ça. Et puis, bah, écoute, bah, tu l'as parfaitement résumé. C'était un false count anywhere, très, très sage. Euh, certainement l'un des Falls Count Anywhere où je me suis le plus ennuyé depuis bien longtemps. Effectivement, on est allé un peu sur la rampe. On s'est mis un peu sur la tronche avec le baron. Mais ça n'a pas amené beaucoup plus de choses. J'ai trouvé hyper dangereux, hyper con le spot du Claymore. Alors ça vous moi j'aime beaucoup le bel homme, mais franchement j'ai trouvé ce spot con d'avoir l'épée comme ça dans la main et de placer le Claymore à Matt Capmos. Bref, donc le match était pas mal, était assez court aussi. Donc du coup pareil, c'était digeste. Je crois que le package vidéo de ce match a duré plus longtemps que le match en lui-même. Et parce que avant chaque match, il faut le redire au peuple de catch-up, mais il y avait, si vous l'avez pas encore, il y a des vidéos package à chaque fois quoi pour nous relancer sur la rivalité. Et toujours bien foutu, hein, là, la WWE, elle connaît ce taf par cœur et ça fait partie de sa prod avec bonheur, j'ai envie de dire. Mais voilà, écoute, voilà, je peux pas dire que j'ai été emballé non plus, quoi. Papy, toi, tu te serais relevé de ce spot de l'Alabama Slam? Ah non, non, je pense que j'aurais. Au-delà de la tête, c'est surtout son cou qui a été solide. Hein, parce que Non, mais il serait mort, papy, là, c'est il serait mort. ce genre de truc là, c'est le genre de truc qui te handicape à vie là, et qui peut te laisser paralyser cette affaire. C'est super dangereux. Euh, ouais, Surtout que vas-y. surtout, non, ouais, je disais juste que surtout, en plus, après le spot, là, ça s'arrête pas là-dessus, parce qu'après, il va aller valdinguer par-dessus la table, il va se prendre les chaises, enfin, il va prendre cher, hein, Matt Capmos. Hein. Ouais, non, mais c'est ça en fait, c'est que à un moment, du coup en fait, juste après ce coup-là, t'as McIntyre qui va vers Corbin un peu. Alors je me suis dit tiens, est-ce qu'il check s'il est pas mort en pensant avec l'arbitre? Et deux secondes plus tard, t'as Matt Capos qui réapparaît à toute vitesse en se jetant contre une barricade. Tu vois, oh là là, le mec, c'est un fou furieux. Bah, moi, j'ai plutôt bien aimé ce match-là. Alors là, j'ai trouvé qu'on était dans une bonne période du show à ce moment-là. C'était pas ouf. On avait des matchs les moins attendus de la soirée, finalement, en termes de niveau. Mais par contre, enfin, de niveau de l'opposition. Par contre, le travail était plutôt bien fait, et c'est plutôt dynamique, pas trop de longueur, c'est voilà, des trucs bien, bien au sprint, les différents échanges, ça s'arrête pas dans tous les sens. Dès qu'il y a un petit coup de mou, hop, t'as Corbin qui réapparaissait. T'as pas eu des longues soumissions, ce genre de conneries là qui peut endormir. Alors en plus quand c'est pas un match que t'attends, c'est pire que tout. Là pour le coup c'était plutôt dynamique. Les spots avec l'épée m'ont pas dérangé plus que ça. J'ose espérer qu'ils maîtrisent à peu près leur truc. C'est vrai qu'à un moment, ils donnent un coup d'épée dans le vide et t'as Corbin qui va juste en dessous. Bon, après, voilà, c'est des cascadeurs, les mecs, hein, donc c'est leur taf. Mais c'est vrai que ça reste spécial, quoi. Moi, ça ne m'enchante ni ne me dérange plus que ça. Mais en tout cas, le match-là, je l'ai trouvé plutôt propre. Encore une fois, ils ont plutôt bien fait le taf par rapport à l'attente et ce qu'ils ont réalisé.
Donc, je vais passer un moment plutôt appréciable. À ce moment-là, je me dis, oh tiens, ça peut être encore pas mal ce pay-per-view. Mais moi, c'est le match qui m'a réveillé, enfin qui m'a lancé vraiment, je dois l'avouer. C'était pas extraordinaire, c'était vraiment pas très hardcore comme l'a dit Tonton. Une fois oublié le fait que, bon voilà, c'est quand même un peu con parce que la stipulation fait que Corbin, ils auraient pu arriver à deux avec des enclumes, des pianos et tout lui mettre sur la gueule à Drew McIntyre. Il a utilisé une fois une chaise quand même, c'était un peu tard dans le match. Bon, les Heels n'ont pas du tout joué leur partition de Heal. Mais à part ça, je trouvais que c'était assez plaisant, que bon, les spots étaient plutôt sympas. Bon, ça tournait un peu autour du ring, on y est revenu, c'était assez vite. Et j'ai trouvé que c'était le premier match que j'ai vraiment bien aimé. Arrive un petit peu tardivement, peut-être dans le show. Après, bon, voilà, c'était pas un match très attendu et ça avance pas grand-chose. Moi, en fait, quand j'ai vu ce match, je me dis, ça me paraît pas possible qu'on aille vers un Corbin, un Corbin Drew McIntyre à WrestleMania, je me dis que c'est un payoff trop nul et l'affiche devrait avoir lieu là. Il reste 6 semaines, hein, ça peut faire le main event d'un SmackDown d'ici 2 ou 3 semaines, mais c'est un peu comme la rivalité Sheamus Drew de l'an dernier. Je me dis c'est une truc de transition et enfin j'ai encore du mal à croire que Drew va se limiter à ça. Mais bon, je pense qu'on va vers ça, mais ça serait quand même assez étonnant que le bel homme ait pas autre chose de mieux parce que bon là il a déjà un peu tout dit, quoi. Il a déjà un peu surclassé les mecs à 2 contre 1, donc je suis assez Qu'est-ce curieux que de tu voir. as de mieux à SmackDown que Corbin? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que Corbin à SmackDown? Il y a Ben, pas. non, je suis d'accord, il n'y a pas grand-chose, mais bon, c'est WrestleMania, ça peut être Cross Brands ou je ne sais pas, mais je sais pas. Je suis comme toi, papy, comme tu le disais sur le Discord, à date, là, on va en parler plus tard quand on fera le bilan. C'est difficile d'écrire une carte de WrestleMania avec des bons matchs, avec ce qui se passe, mais je me dis que si on traîne 6 semaines ça, bon, on a un peu tout dit là entre les trois hommes, hein. Enfin, je vois pas trop ce qu'on peut faire de plus. Drew McIntyre est supérieur aux deux. Bon, à voir. Je suis curieux, mais pas trop dans le bon sens du terme. Je suis un peu circonspect. T'es craintif. Ouais, un petit peu. Mais bon, on n'y est pas encore. En tout cas, la soirée continue à Jeddah et on va enchaîner sur un autre match féminin. Les filles ont été incroyablement à l'honneur ce soir en Arabie Saoudite avec le match féminin pour le titre de Raw. Donc on va savoir qui affrontera Bianca Belair. Et ce match-là, c'est Becky Lynch qui se retrouve contre Lita, donc la challengeuse historique et héroïque légendaire. Un match, euh, un match assez intense, hein, avec une Lita qui va tout faire pour essayer de dominer son adversaire. Becky Lynch qui, bien évidemment, en tant que championne, avec sa prestation assez habitée du dernier Raw, doit aller chercher dans ses retranchements. Lita qui commence plutôt bien la rencontre, hein, qui va avoir une longue phase de domination au début, avant de laisser Becky Lynch prendre peu à peu les devants. Elle va quand même affronter la force de son adversaire. Lita qui va réussir à placer son Twist of Fate, qui va essayer plusieurs fois son moonsault arrière. Bon, elle va le rater. Il va y avoir les genoux qui vont se relever. Becky Lynch qui va faire assez vite dans le match. Enfin, assez vite. Je sais plus comment elle appelle ça, son espèce de rock bottom, là, son chokeslam. C'est un Uranagi. Voilà, et pied sur la corde à 2,99 de Lita. Là, elle est furieuse, Becky Lynch. Elle est hors d'elle, elle sort de ses gonds. Elle sait plus quoi faire. C'est là que Lita va réussir à faire son Twist of Fate pour un compte pareil de 2,99. Et au moment où on se relève, là, tonton, tu parles de la prod. Moi, je trouve qu'il y a eu une erreur de prod. Parce que Becky Lynch passe une deuxième fois son finisher, mais on n'a même pas le temps de s'en rendre compte que la championne a gagné. Et ce final, d'ailleurs, le public l'a un peu. Alors, c'était un public très, on l'a dit, hein, très, très marque. Donc, il huait aussi la victoire de la Hill. Mais j'ai trouvé qu'il y a eu un côté un peu anticlimatique, comme tu aimes le dire, tonton. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match et de ce finisher avec une Becky, donc, qui repart assez logiquement pour le coup championne et qui va affronter Bianca Belair? La revanche est en route. Ouais, la revanche est en route, c'est clair. Bon là, c'était pour moi de toute façon une feud de transition et un match de transition pour Becky. Euh, Belle pop encore une fois des deux filles. Pour moi, ça a été le match des filles qui m'a le plus plu, tout simplement, des trois. Je trouvais que Lita, moi j'avais quelques petites réserves sur sa condition physique et comment elle allait être, etc. Et elle m'a agréablement surpris, donc ça c'était la première chose. Elle est quand même, après il faut reconnaître les choses, elle est quand même assez lente dorénavant. On voit qu'il y a du temps à poser les spots et tout ça. Becky Lynch a fait plusieurs calls. Alors bon, des fois ça c'est quelque chose dont je me plains, c'est John Cena qui est un grand spécialiste de ça.
Mais effectivement, Becky a plusieurs occasions, elle fait des calls vraiment archi visibles et tout ça. Et ça, c'est un petit peu gênant. Et puis la fin, comme tu l'as dit, ouais, ce finish un peu dégueu, un peu anticlimatique. Et puis finalement, Becky va vite évacuer, va traverser la rampe en levant la ceinture, mais on a l'impression que tout le monde s'en fout. Et finalement, quand la musique de Lita repart, et puis on repart sur un espèce de feel-good moment, c'est un peu bizarre. Il y a une grosse pop de la part du public et tout. Puis Lita, elle est un peu en mode farewell, quoi, un peu bah, adieu, adieu à tous. Donc je sais pas, c'était particulier, mais comme encore une fois, quand j'attaque un match et il n'y a aucun suspense pour moi, en tout cas me concernant le vainqueur, c'est toujours compliqué quand même de se mettre dedans. Oui, bah alors est-ce que Papy y en attendait un peu plus? Non, j'entendais pas plus, mais au contraire, ce match-là, j'ai mon intérêt a plongé très rapidement. Ah ouais. Je me suis pas trop intéressé au match. À un moment, je me suis un petit poil réveillé quand il y a eu les enchaînements de finishers là, où effectivement Lita se sort du finish de Becky Lynch, puis il arrive à passer le sien. Où là, tu te dis bah merde, alors il va se passer quelque chose. Mais non, au final, il y a un finish derrière qui apparaît effectivement mal filmé, où tu as du mal à te rendre compte. Et derrière, comme Tonton l'a dit, hein, ça finit avec Becky Lynch qui repart très rapidement en coulisses. Lita qui reste dans le ring. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'elle va se faire attaquer, peut-être que ça va relancer quelque chose. Non, non, je faisais juste un petit au revoir. Euh, à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti ce qu'on ressentait sur les premiers shows en Arabie Saoudite et ce qui m'avait fait arrêter de la regarder, c'est-à-dire que l'esprit house show glorifié, et où tu as envie de faire plaisir au public en permanence. Ouais. Et du coup, on avait déjà eu le coup avec l'entrée dans la chambre où c'était Bliss qui était en dernière, la rebelote. Enfin, c'est le même genre de truc avec Lita qui reste à la fin alors qu'elle a perdu. Euh, et puis, bah, ouais, non, j'aurais jamais vraiment rentré dans ce match-là. C'était pas mauvais, mais moi, ça m'a pas intéressé. Moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal ce match aussi, mais effectivement, il y a une certaine Lita, je sais pas comment l'expliquer, mais elle a un catch de, ça se voit qu'elle est pas là, quoi. Même si elle a un physique plutôt bon, elle a l'air d'avoir la condition. Il y a une certaine raideur dans les mouvements, une certaine lenteur. C'est vrai, un manque d'alchimie. Elle est Euh, lente, elle a plus ouais, d'impact, j'ai trouvé, tu vois. Elle a c'est pas dans ça. ses coups, t'étais pas embarqué quand elle fait ses close lines et tout. Franchement, c'est Becky qui faisait le boulot, hein, qui scellait tout et tout. Franchement, c'est vraiment la patronne du ring. C'était Becky, quoi. Ouais, donc ça m'a pas déplu comme match, mais c'est bon. C'était à peu près comme l'a dit Papy, ouais, ça fait un peu ce côté house show glorifié, enfin ça fait les affiches de Jeddah, quoi. Alors avant c'était que les mecs, maintenant ils sortent les légendes féminines aussi, mais ça ressemble un peu à... Bon, je vais pas dire Goldberg, c'est un peu méchant, mais voilà, quand on met Triple H ou Shawn Michaels ou autre sur le ring, c'est sympa, il y a l'émotion, il y a le charisme qui est toujours là, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et le résultat, je le trouvais assez prévisible, effectivement. Il y a quand même un point commun avec Goldberg, finalement, c'est que alors elle est pas totalement cramée, peut-être parce qu'elle est un peu plus jeune. Mais par contre, c'est aussi, comme Goldberg, quelqu'un qui est un peu de l'ancien temps, quoi, Lita. Ah oui, Et même au prime de sa forme, je suis pas sûr qu'elle aurait été capable de sortir un match énorme contre Becky Lynch, en fait. Sans être méchant contre elle, hein. C'est juste que c'était pas la même époque, pas la même manière de catcher. Enfin, oui. les matchs féminins de l'époque, c'était pas du tout le même genre. T'avais des trucs un peu extrêmes, hein, certes, notamment avec Lita. Par contre, dans la construction du match, c'était pas du tout ce qu'on peut voir maintenant, où on se rapproche vraiment d'un modèle quasi le même modèle que les hommes en fait chez les filles. Et à l'époque, c'était pas du tout le même truc. Et du coup, pareil, Goldberg, lui, son époque, c'était l'époque où on faisait des matchs de 10 secondes. Donc maintenant, quand tu lui demandes de faire autre chose, bah, il sait pas trop faire quoi. Mais bon, et par contre, ouais, pour revenir à ce que tu disais par rapport, sur le syndrome Jeddah. Alors certes, il n'était pas Jeddah le dernier qui pay-per-view en Arabie Saoudite. Là, c'était C'est Riyad. c'est Riyad. Mais par contre, justement, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un vrai pay-per-view type WWE quoi, à Riyad. Là, c'était vraiment rebelote sur les shows d'avant, de l'époque. C'était le monde d'avant. Je suis totalement d'accord avec cette analyse de l'insubmersible papy, quoi. C'est vraiment, voilà, pour moi, c'est la sensation que j'ai eue. On n'a pas encore attaqué le main event, mais c'est la sensation que j'ai eue tout au long du show. Je te dis, les packages vidéo, c'était incroyable. Ils étaient la majeure partie du temps plus longs que les matchs pour certains. Il y avait une prod énorme mise derrière et on était pourtant dans un house show. J'avais l'impression d'être dans les gradins de Paris-Bercy.
Et je me suis dit, oh merde, j'ai fait ah là, je pensais la même chose que Papy. Je me suis dit, wow, on est en plein au chaud, les amis. Et ça m'inquiétait pour le main event, mais on y arrive. Ouais, alors que c'était bizarre puisque c'était la première fois en plus que c'était un vrai, on va dire pay-per-view classique à Jeddah. D'habitude, ça s'appelle Crown Jewel ou je sais pas quoi. Là, c'était un Elimination Chamber, donc on pouvait s'attendre à un peu mieux. Alors juste avant le main event, deux événements. D'abord, il devait y avoir un match pour le titre tag team de SmackDown avec les Usos contre les Viking Riders, mais Ah putain. Les Usos ont attaqué par derrière les Viking Riders qui arrivaient sur la rampe de lancement et ils sont partis et les Viking Riders, bah, ils étaient pas en état de combattre, donc nous n'avons même pas eu ce match. Bah, Papy, une réaction à part le oh putain? Ouais, désolé pour le gros mot. Ah C'est non, pas mais grave. à ce moment-là, enfin, je comprends. Là, je commence vraiment à m'arracher les cheveux en me disant, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là, les gars? Alors, peut-être qu'il manquait de temps et que les matchs. Alors, c'est peut-être aussi. Alors, je sais pas si c'est un effet Peacock ou un effet Arabie Saoudite, mais j'ai l'impression qu'ils ont passé leur temps à rusher le match, à rusher le show, en accélérant. On l'a dit tout à l'heure, les entrées des filles. Et puis là, carrément, il nous saute un match. Allez hop, on s'en moque, et on enlève un match, on est tranquille. Là, je ne comprends plus là. Qu'est-ce qui se passe? Tonton, même sentiment? Ouais, même sentiment, enfin, un peu presque du sentiment de foutage de gueule, un peu sur ce coup-là, hein, d'ailleurs. Hein. Un peu. Donc, ouais, un peu, ouais, un petit peu. Hein. Et ça ne faisait que confirmer ce qu'on vient de parler juste avant sur l'histoire du house show, quoi. Et là, on sent vraiment que c'est une histoire de timing, qu'il y a des mecs qui ont dit dans la gorilla position, oulala, ça va pas, on n'avait pas prévu ça comme ça. Ça a été trop long, ou les entrées, ça a pris trop de temps. Allez, hop, on en termine. Ouais, allez, Jimmy Jell, vous avez cassé la gueule aux Viking Raiders vite fait sur la rampe, puis on n'en parle plus. Ok, merci pour les téléspectateurs. Puis même pour les spectateurs, parce que je pense que le peuple de Jeddah avait envie de voir le match Uso Viking Raiders. Oui, je pense aussi. Et puis c'est un grand mystère. Qu'est-ce qui avait duré trop longtemps avant avec tous ces matchs de 9 Les minutes? packages vidéo, hein, parce que Bah ce ça, match-là, ce non-match, il passe juste après un package vidéo de 5 minutes de l'Undertaker qui a introduit au Hall of Fame et Ouais, qui a de fait 10 popper minutes comme même. pas possible, de 10 minutes, qui a fait popper comme pas possible le public. Hein, donc, et c'est ouais. marrant parce qu'en fait, avant le match, avant le non-match, d'ailleurs, je me suis dit, putain, les pauvres qui vont passer derrière, les Viking Raiders, ils vont se faire enterrer, la foule est chaude pour l'Undertaker, ils vont pas vouloir voir ces gars-là, et puis, bah, en fait, non, du coup, ils ont pas vu. Voilà, bah c'est la deuxième info que j'allais dire. Alors, n'ayant pas vu SmackDown malheureusement dans mon oubli, j'imagine que c'était peut-être déjà annoncé. Je ne sais pas. En tout cas, Oui. l'Undertaker. Voilà, prochaine entrée au Hall of Fame et bon, voilà, ça c'est mérité. On a eu le packaging, on va pas revenir là-dessus plus en détail. Head of the Hall of Fame 2022. Ouais, c'est beau et c'est mérité. Et par contre, là, le gros enjeu de ce soir, c'est quand même le titre WWE, le champion de la WWE dans l'Elimination Chamber. Donc, je vous rappelle le casting, hein. AJ Styles, Austin Theory, Riddle, Seth Rollins, pardon, Bobby Lashley, le champion qui est entré en premier d'ailleurs, et Brock Lesnar. Donc, tous ces mecs-là sont dans la cage. Énorme casting hein, sur l'affiche, on l'a dit dans les analyses précédentes. On va voir ce que ça donne sur le ring. Alors c'est Theory et Seth Rollins qui commencent, hein, je Ouais. crois si ma mémoire est bonne, à s'affronter. Alors là pour le coup on a des enchaînements, je trouvais plutôt sympas entre les deux hommes, entre tous les hommes qui vont être sur le ring. Hein. Seth Rollins qui fait globalement du très bon Seth Rollins. Theory qui virevolte un peu dans tous les sens, qui va essayer de grimper au cage, qui va se faire envoyer de tous les côtés, qui va passer un long moment à ramper à l'extérieur du ring. Bon, les entrées successives, on a de mémoire Riddle qui arrive en deuxième, qui arrive en premier, non, c'est ça. Et AJ Styles ensuite, je pense. C'est ça, ouais, c'est Riddle puis Ouais, Jay Styles, ouais. c'est ça. Et puis, par contre, il se passe un événement assez inattendu, assez hors du commun. Seth Rollins qui tient Austin Theory en une sorte de powerbomb, là, comme il le ferait avec le Shield. Il envoie Austin Theory traverser la cellule dans laquelle se trouve Bobby Lashley. Theory explose le plexiglas, tombe sur Bobby Lashley, qui lui-même tombe au sol, lourdement, visiblement, peut-être un peu sur la nuque, un peu sur le côté, on ne sait pas. En tout cas, Bobby Lashley ne se relève pas. Toutes les équipes médicales arrivent, on se dépêche, il y a Adam Pearce, il y a tout le monde qui se précipite. Et, euh, et puis, ben, Bobby Lashley est obligé de quitter le ring. Hein, on nous annonce, il s'en va. Concussion, donc commotion, traitement. Il reviendra pas. Plus de Bobby Lashley.
Donc le champion en titre quand même quitte le match comme ça par la toute petite porte, blessé sur un spot assez inattendu, assez étonnant. Or c'est le moment de faire une nouvelle ouverture de cellules. Il en reste plus que deux, celle de Brock Lesnar et puis celle de Bobby Lashley qui est vide. Malheureusement, la machine qui était programmée comme ça, qui ne le savait pas, demande à ouvrir la cellule de Bobby Lashley. Bobby Lashley n'est pas là, mais qu'est-ce que ça ne tienne, c'est Brock Lesnar qui pète lui-même sa propre cellule et qui entre, donc on n'aura pas à attendre 3 minutes ou 5 minutes de plus. Brock Lesnar débarque tout seul dans le ring, et alors là ça va aller malheureusement assez vite. Brock Lesnar Dévastation. attrape Seth Rollins, F5, élimination de Seth Rollins. 10 secondes plus tard, il attrape Riddle, F5, élimination de Riddle, et 30 secondes plus tard, il attrape AJ Styles, F5, élimination de AJ Styles. Donc voilà, en moins d'une minute, ils ne sont plus que deux. Et Austin Theory comprend que ça va barder pour son matricule. Alors Austin Theory, il fait tout pour éviter Brock Lesnar. Il va faire mieux que se défendre, puisqu'il va avoir l'intelligence de placer un low blow à Brock Lesnar, un coup dans les parties. Et ça, comme disent les commentateurs, un qui que tu sois, même si t'es Brock Lesnar, ça fait mal. Il essaye sa chance, il essaye de placer un DDT, de placer 2-3 prises, mais il n'arrivera pas à l'emporter, Austin Theory. Alors il voit Lesnar se relever, le regarder méchamment, il fuit, il grimpe, il essaye de sortir même de la cage. Et on va finir par un spot debout sur une des cellules, où Brock Lesnar envoie son adversaire la tête contre le plexi, puis lui place un F5 depuis la cellule de la cage sur les rampes à l'extérieur autour du ring. Bon, il retombe quand même plutôt pas trop mal, Austin Theory. Il retombe un peu sur les jambes, mais on va dire que c'est fait. On va dire qu'il y a eu un F5, on l'accepte. Brock Lesnar descend, traîne son adversaire au milieu du ring. Il fait même pas un F5 de plus. Il lui fait un tombé, 1, 2, 3, et il a gagné. Brock Lesnar a remporté cette chambre de l'élimination très spéciale, dont on va beaucoup parler, je sens. Et il devient champion du monde. Et comme il a gagné le Royal Rumble il y a quelques semaines, on a donc très probablement officialisé le title contre title, champion versus champion. Ça y est, la prod a déjà lancé la vignette. Roman Reigns contre Brock Lesnar, main event du futur WrestleMania. Au prix d'une chambre de l'élimination vraiment très étonnante, Papy, c'est ce qu'on peut dire. Très étonnante, oui. Alors à noter que Lesnar nous a refait le coup de Alexa Bliss, hein, il est rentré en dernier alors qu'il n'était pas un des deux à démarrer, donc manifestement ils auraient été jusqu'au bout avec cette idée un peu idiote. De faire des entrées de méga-stars de la mort qui tue. Attention, c'est très important, c'est des stars. Bon, bref. Et pour le reste, alors moi en fait, c'est marrant, il y a plein de trucs qui pourront faire hurler ou j'en sais pas, on verra ce que ça donne. Moi, ce qui m'embête vraiment énormément, c'est l'élimination de Lashley en fait. Qui, a priori, d'après dernières nouvelles, aurait été blessé avant le show. Pour raconter l'histoire que de faire une Elimination Chamber à 5 finalement, puisque bah, du coup il n'aura jamais eu de tomber sur Lashley. Euh, que dire de plus le reste, enfin c'est vraiment couillon quoi, je trouve, hein, de pas l'avoir fait se faire remplacer, qu'ils prennent pas malgré tout un tombé. Pourquoi ils font pas un tombé dans ces cas-là sur Lashley, mais même s'il est blessé, vu qu'il veut pas se défendre, autant faire un tombé. Parce que, je pense qu'il y avait 1000 façons de rendre ça plus intéressant que de le faire sortir par la petite porte. En plus, le spot est pas très spectaculaire. Théorie qui passe derrière le plexi, d'accord, c'est spectaculaire. Par contre, Lashley qui tombe sur son cul, désolé, hein, je veux bien, mais sauf s'il s'est pété le coccyx, je vois pas trop ce qui lui est arrivé, quoi, au vieux Bobby, quoi. Donc, voilà pour ça. Pour le reste, Lesnar en bête sauvage qui tue tout. On avait déjà eu le coup avec Baszler il y a quelques années. C'est pas si mal. Alors ça détruit un peu tout le haut de la carte de Raw, hein. Là, par contre, pour se relever derrière, ils ont plus de ceinture à Raw, ils ont plus de main eventer parce qu'ils sont tous fait péter la tronche. Ça va plus côté sévère pour pouvoir reconstruire quelque chose derrière, mais pourquoi pas à la limite. Pareil, je trouvais qu'Austin Theory avait vraiment bien fait le taf du mec qui court partout, qui s'enfuit, c'était assez fun. Le spot final, effectivement, c'est un peu compliqué de réceptionner de la F5 de 5 mètres de haut sur une grille. Donc il l'a réceptionné comme il a pu, mais je trouvais qu'il a vraiment bien fait le taf, le petit Austin. Là. À la limite, c'est mon MVP un petit peu de ce match-là. Et puis voilà quoi. Je ne sais que dire. Ce qui m'embête vraiment, c'est que ça sent à mort la fainéantise quoi, la construction de ce match-là. Alors c'est embêtant de pas avoir un champion blessé, mais a priori,
depuis un certain temps qu'il était blessé, donc je pense qu'ils auraient quand même pu se sortir les doigts pour faire un truc un peu plus travaillé dans la présentation. Tonton. Oui, alors écoute, on a assisté à l'Elimination Chamber masculin le plus court de l'histoire. On pourra retenir de l'affaire que Austin Theory était l'Iron Man de ce match. Oui. Et que ce booking totalement surprenant et alors qui sur le coup, alors sur l'instant même de l'image, je me suis dit mais c'est pas possible, mais Bobby Lashley là, soit c'est un work ou là c'est pas possible, il s'est vraiment blessé, donc j'ai refait vachement attention au replay et tout, au moment où il tombe dans la cage, je vois que sa tête elle tape un peu contre l'un des barres en fer là, tu vois, du pod. Barre de fer. Par de faire du pod, je me dis bon bah c'est peut-être ça et tout et puis sur le coup je m'inquiète pas en fait, je me dis il va sortir, il sort, il est pris en charge par les médecins et là je me dis c'est un work, ils sont en train de nous faire avaler le truc pour que Bobby Lashley en fait il rentre le plus tard possible, voire même je m'attendais même à la victoire en fait, enfin à ce que Brock Lesnar défonce tout le monde et puis que Bobby Lashley finalement revienne, coucou c'est moi les amis, mais non pas du tout en fait, plus le temps avance, et le temps a été assez court dans ce match, plus je me dis, mais non, en fait, il revient vraiment pas, puis au bout d'un moment, il se barre, donc c'est vraiment réglé. Et puis après, alors Brock Lesnar, hein, alors en plus, ils s'en sont largement amusés dans tous les médias américains, il a absolument pas suivi le script, hein, parce que, en fait, à partir du moment où Bobby Lashley est sorti, etc., lui, il avait pas envie de rester dans la cage, donc c'est lui, il a de son recherche, en fait, il parle, on le voit d'ailleurs. Il parle à l'arbitre, etc., où il lui demande un premier coup, allez-y, ouvrez, et l'arbitre lui fait non, mais non, et tout. Et l'autre, il dit si, il dit vas-y, je pète tout, et puis j'y vais, quoi. Donc là, il y a tout ce moment de démontage, de dévastation de la bête. J'ai trouvé que Austin Theory s'en était bien sorti. Je vous avoue, j'étais dégoûté que Seth Rollins se fasse sortir le premier. Alors là, j'ai pas compris, quoi. Le face-à-face avec AJ Styles m'a bien plu. Il y a eu un petit peu un espèce de petit goût de retour du match au Survivor Series qui était vraiment super. Et j'en aurais bien pris un peu plus de temps, mais bon, voilà, ils avaient décidé de mettre Brock Lesnar en mode bestial, donc là, c'est pas possible. Dans ces cas-là, il défonce tout le monde. Et finalement, le spot avec Austin Theory était plutôt sympa, monter sur la cage, etc., faire tout ça. La tentative de low blow d'Austin Theory qui est pas con. Bref, tout ça, ça tenait plutôt bien la route, quoi. Mais voilà, maintenant, on sait bien qu'à un moment ou un autre, de toute façon, la bête va manger la théorie et que là, il y aura pas d'histoire. Et c'est exactement ce qui se passe. Ça se termine comme ça, quoi. Donc voilà, après, il y a l'après. Et alors l'après, moi je vous avoue que moi j'ai été sidéré d'apprendre que en fait Bobby Lashley est blessé depuis le Royal Rumble 2022 et que le mec, on nous annonce qu'il va être absent pour 4 mois, qu'il va être opéré de l'épaule. Mais alors moi je dis mais c'est quoi ce bordel? Comment c'est possible qu'on book un mec qui est blessé comme ça dans un match aussi important? Il y a un truc qui va pas, enfin il y a un truc qui déconne là-dedans là, c'est pas possible. Papy il a dit on aurait pu faire un tombé comme ça vite fait. Ouais, à la rigueur, pourquoi pas pendant tant qu'à faire une bouse avec ça, allons-y jusqu'au bout. Allez, on fait un tombé, on fait un bridging au Connor Roll sur Bobby Lashley et puis on n'en parle plus. Mais là, moi j'ai pas compris. Alors j'espère que Raphaël, toi tu vas avoir une belle théorie justement à nous donner parce que moi je suis perdu, je suis foutu dans l'analyse de ce main event. J'ai une théorie, moi. Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, je sais pas, c'est une question que je te pose. D'accord. Non, Pas non, souvent, non. en fait, c'est des théories. Oui, j'en ai souvent. Non, mais moi, je sais pas. Je suis assez partagé parce qu'effectivement, il semblerait donc c'est acquis. Maintenant, on a l'info que Bobby Lashley était blessé, qu'on le savait, qu'ils ont scénarisé ça. Bon, c'est-à-dire que ce qui se serait passé, ça serait sûrement le truc classique, c'est championship vacant, Bobby Lashley il peut pas, on remet le titre en jeu, on met la ceinture au bord du ring, on met un émir du Qatar ou je sais pas quoi à côté, on fout un autre gars en plus, alors je sais pas qui, on aurait pu foutre Randy Orton ou autre, et puis on fait un vrai match, on fait un vrai oui, d'ailleurs on en a parlé à Raw, mais effectivement Mansour n'a jamais pointé le bout de son nez. Donc c'est fini pour lui, la streak en Arabie Saoudite. Enfin, il a pas perdu, mais il est pas là. Bref. Et je suis toujours partagé parce que c'est vrai que, comme on dit, toute pub est une bonne pub. Et je me dis, si on avait eu ça, un match avec 6 vrais gars, un match classique, puis Lesnar qui gagne, ça aurait pas fait cette incompréhension qui crée un peu le buzz. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour Bobby Lashley? Et finalement, pourquoi pas? Alors moi, au début, quand j'ai vu le spot, ce que j'y ai lu, c'est plutôt une technique pour faire perdre Lashley ce soir.
mais qui a une raison. On nous aurait dit, bah oui, mais bon, un mec m'est passé à travers le pod, je suis resté 10 minutes KO. Moi, je voyais bien Lashley se relever, être un petit peu KO dans le match, avoir peut-être une phase de domination, puis effectivement perdre assez vite. Après, quand il est sorti, j'avoue que j'avais vraiment très envie que ça soit définitif parce que j'aime pas du tout que ça soit un Rumble ou autre quand t'as des mecs qui partent faire la moitié du match en coulisses, comme Roman Reigns l'avait fait un temps au Rumble ou Randy Orton et Edge il y a un an là. Ça, j'aime pas quand t'as un mec qui ne joue pas le match en fait. Donc je me suis dit, bah, il sort. Bon, c'est bizarre, mais il sort. Après, c'est con parce que euh, le segment avec Theory était tellement sympa. J'ai trouvé le low blow, la course-poursuite un peu à la Looney Tunes là, qu'ils auraient pu se creuser la tête et inventer plein de trucs avec, même s'il n'y avait pas eu, même sans Lashley, on oublie Lashley avec Riddle, Rollins, AJ Styles, Brock Lesnar, il y avait plein de trucs à faire. On aurait pu avoir des gags avec Riddle aussi. On aurait pu avoir plein de trucs, ils auraient pu se mettre tous sur Lesnar, lui faire des low blows, ou je sais pas quoi, à plusieurs. Enfin bref, on aurait pu avoir 5 minutes de plus à ce match avec un truc vraiment fun. Et au final, on fait vraiment service minimum. Et moi, Ouais, ouais. ça me fait penser au main event de Day One, et ça me fait penser au main event de Royal Rumble, et ça me fait penser que globalement, quand même, Brock Lesnar, on a félicité sa présence semaine après semaine dans tous les weekly, mais il fout pas grand chose en match, quoi. Hein, et là, il aurait pu nous offrir 3-4 minutes de plus, un face-à-face un peu plus sympa. Je sais pas moi, Rollins et Jay Styles qui auraient pu s'allier, quelques coups de genoux, quelques curb stomp. En plus, il les vend bien, les curb stomp Brock Lesnar. Donc, je sais pas. Ouais, il manque 3 ou 4 minutes à ce match et ça aurait pu être vraiment fun, je pense, au-delà de l'histoire à Bobby Lashley. Et après, je suis d'accord avec Papy. Champion contre champion. Alors on va avoir sûrement des segments croisés. Là, on a un boulevard pour WrestleMania où je pense que les rosters vont un peu être oubliés. On va sûrement avoir Lesnar à SmackDown, Roman Reigns à Raw peut-être. Mais voilà quoi, tout est focalisé sur un match qui sera sûrement le main event du dernier soir. Et avant ça, bah ouais, là ils se sont fait un peu rouler dessus les gars. Donc le planning pour les prochaines semaines. Ça va être un peu difficile et c'est un peu dommage de tout miser sur Brock Lesnar qui, encore une fois, n'en a pas besoin pour passer pour un monstre et pour une brute. Il aurait pu être totalement legit, gagner ce match, mais quand même laisser un petit peu plus de miettes à ses copains, quoi. Enfin, ses copains, je sais pas si c'est ses copains, mais à ses collègues en tout cas. C'est gueux, c'est Larbin. Bah là, c'est un petit peu ça que ça donne comme Ouais, impression, quoi. après la grande question que je me demande, c'est est-ce que ils ont mis Lesnar en vainqueur parce que Lashley était blessé, ou est-ce que de toute façon le plan de base c'était Lesnar qui prenait le truc et que bah, du coup bah, Lashley a fallu le gérer, et que bah, ça servait à rien de mettre un mec de plus parce que de toute façon à la fin c'était c'était Lesnar qui allait récolter la victoire. Parce que si, enfin ouais c'était compliqué hein, parce que s'ils ont choisi Lesnar par dépit, bah je trouve que c'est mal foutu. Par contre, si le plan, effectivement, c'est de dire dès le début c'était les stars, bah pourquoi pas, à la limite. De toute façon, ça aurait été flagué pour flaguer, hein. Ils pouvaient pas faire grand chose de plus. J'aurais quand même préféré que Lashley se fasse attaquer avant le match par un mec et puis que genre un heel qui lui pique sa place, quoi. Ça aurait fait que le heel aurait pris de la hit. En plus, ça aurait justifié plus facilement le fait que Lashley puisse pas démarrer. Enfin bref, je trouve ça plus intelligent que rentrer dans la cabine pour se ressortir comme une grosse merde, quoi. Bah, peut-être qu'il est même pas en condition de prendre des gros spots dans la barricade ou autre, hein, je sais pas, là il a pris Pas de un. prendre un bump et tout, ah, possible, ouais. Ouais. Mais bon, c'est Bah, triste. tu poses une bonne question parce qu'au final, on retombe à peu près sur les pattes de ce qu'on aurait dû avoir avant Day One, ce qui semblait être la FUD, c'est-à-dire le Lesnar contre Roman Reigns à WrestleMania. Ça paraissait couru depuis des mois, mais ce truc champion versus champion, je sais pas si c'était prévu, si c'était vers quoi on va, je sais pas. Ça va être un peu bizarre, je pense, cette carte pour WrestleMania. Va être un petit peu, bah, voilà quoi. On va dire que tout le spot est pris par deux mecs. C'est pas ce Ouais, qu'on a non, eu mais d'habitude. c'est vrai qu'on arrive du coup à la fin du pay-per-view. Franchement, tu l'évoquais, on en parlait sur le Discord. J'ai aucune idée de comment tu peux construire une carte avec
Alors ils vont y arriver, hein. On l'a vu l'an dernier, ils ont mis Zayn et Kevin Owens 2 semaines avant en Bisbee et ça fait un match plutôt net à WrestleMania. Par contre, faire des grands matchs à WrestleMania sans aucun building, ça va devenir compliqué. Et là, à date, on a les matchs pour les ceintures qui sont, enfin les ceintures, oui, il y en a quasiment pas parce que déjà il y a 2 ceintures dans le même match. Les filles, tu sais ce qui va se passer aussi. Bah du coup, t'as plus vraiment de trucs disponibles. Bah, je ne vois pas quelle idée ils peuvent trouver pour occuper bah, tout le reste du haut de la carte, quoi. Les Rollins, les Edge, les Owens, les je ne sais pas qui, Sheamus. Alors McIntyre, on sait qu'il va aller vers Corbin, mais AJ tout le Styles, reste, ouais. AJ Styles, ouais, qu'est-ce qu'il va faire le pauvre AJ Styles à WrestleMania? Et du coup, bah, je vois que deux solutions, c'est soit builder une rivalité à l'arrache en mettant deux top mid-carter ou main eventer en face à face comme ça, sans trop organiser le truc, ou alors faire entrer des guests, comme c'est ce qui sous-entend entre le futur invité du Miz, Owens qui fait des gros clins d'œil appuyés à Steve Austin. Euh, ouais, je m'inquiète un peu sur la carte de Mania là, parce que là, on n'a pas de grande rivalité qui se dessine. Ouais, et Ils puis vont balan- ouais, le show a pas du tout aidé. Moi, je m'attendais à ce que, au-delà du vainqueur, dans les cages, ça crée des feuds. Ça aurait pu lancer, par exemple, je sais pas, Rollins versus AJ Styles, mais même pas. Enfin, en tout cas, c'est pas. Ah, On ils n'a se sont rien pas trop écrit. croisés les autres gars. Et moi je pensais, ouais, voilà, moi je pensais comme toi. Et chez les filles c'est pareil, hein, parce qu'il y a aucune élimination qui peut causer une rivalité à se lancer. Même dans les autres matchs, même tu vois Lita contre Becky, je me suis dit peut-être faire une intervention pour justifier quoi que ce soit. Non, t'as vraiment rien qui peut justifier une rivalité. Si t'as Naomi et Sonya Deville qui peuvent continuer leur petite rivalité, moi elle me déplaît pas cette rivalité, mais par contre pour WrestleMania ça peut faire un tout bas de carte, mais ça fera pas grand-chose quoi. Ouais, puis il y a 6 semaines, donc il va falloir. Est-ce que la Road to WrestleMania va pas être remplie finalement par les mid-carders, puisque les affiches, comme tu l'as dit, les affiches pour le titre mondial, bon ben voilà, elles sont écrites. J'espère que ça sera pas trop long, quoi, hein. Les face à face entre Roman Reigns et Brock Lesnar, j'espère qu'on va pas se taper 6 semaines à avoir des interactions à chaque show d'un quart d'heure et que ça vampirise pas le show. Pareil pour Becky Lynch et Bianca Belair. Tout ça, c'est finalement décidé de manière assez sportive. Donc maintenant, réussir à dire des choses, ça va être difficile, non, tonton? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Comment tu vois tout ça? Je suis bien embêté avec cette histoire de carte de WrestleMania et je pense que tous ces main eventers qui sont du coup exclus par le fait. En plus, c'est étrange parce que il y a 2 nuits et du coup le titre masculin bah, sera défendu par les deux mêmes. Alors il n'y a pas eu d'annonce pour l'instant de winner takes all, mais je sens que de toute façon on va prendre une direction comme ça. Ça va justement nourrir les promos de Heyman, Reigns et Lesnar d'ici là, je pense. Je sais pas, je suis un peu dans la perplexity là, hein. Je me demande comment tout ça va se dérouler. En tout cas, sur l'Elimination Chamber en lui-même, je suis plutôt déçu sur ce main event et ça n'aura pas arrangé sur cette road to WrestleMania quand même quoi. Donc voilà, les main eventers, je pense qu'ils vont être balancés dans les titres intermédiaires. Peut-être qu'on aura droit à un ou deux matchs sur la ceinture US ou la ceinture intercontinentale dans des matchs à plusieurs. Sinon, ouais, des rivalités qui vont être un peu d'out of nowhere, histoire de coller deux gros noms ensemble, quoi. Effectivement, on se fait un plaisir en affrontant, en se faisant affronter Seth Rollins et AJ Styles ou des trucs comme ça, quoi. Je sais pas, c'est assez particulier quand même. Je suis assez surpris de toutes ces décisions qui ont été prises là dernièrement. Et mais bon, c'est comme ça. Brock Lesnar apparaît comme un espèce de tellement invincible de toute façon. Là, j'ai lu, alors il a fait un podcast là, cette semaine, là, un truc là, vraiment intéressant où il s'est vraiment livré là, et où il explique un peu justement son rapport à la foule, du fait que par exemple après un show, etc., il a besoin de s'isoler quelques jours, que c'est un peu compliqué pour lui. Là, il se méfie un peu des gens, tout ça. Et ça a l'air d'être un type quand même assez spécial, mais C'est un grand il, timide. c'est certainement un très très grand timide en fait, ouais, c'est ça, ouais. Et pourtant, ce mec, moi je le dis sans arrêt, hein, il va rentrer dans l'histoire. Hein, ça va être quand il arrêtera, on se rendra compte à quel point ce mec était unique en son genre. Et vraiment, donc bon, écoute, moi je peux pas dire que je suis emballé par l'affiche Roman Reigns, Brock Lesnar. J'espère que quelque part c'est le climax. C'est-à-dire, j'espère que c'est la dernière fois.
J'espère que là, on va définitivement en terminer. Et puis, il y a une question qui se pose, c'est si c'est un winner takes all, qu'est-ce qu'on Bien fait? ça, hein, c'est confirmé, hein, c'est winner takes all. Ah, c'est confirmé, c'est un winner takes all. Oui, Bon, sur ok. www.com, il l'annonce. Ok, alors on fait quoi avec les brands? On fait quoi avec SmackDown Hero? On fait quoi avec le titre? On l'unifie? On fait quoi là? Bah, t'as Ah, déjà eu ça avec Becky Two Belt, hein. ouais, moi j'espère pas du Cena tout. aussi. Cena avait eu le titre poids lourd et le Ouais. WWE Championship aussi. Randy Orton, ouais, aussi. Randy Orton aussi, ouais. J'espère qu'on va vers ça et qu'on va pas vers une unification qui serait compliquée. Non, je pense qu'on aura un des deux qui sera tout belt, mais alors lequel, c'est pareil. Là, ça va être une grosse cote de prono, hein, Bon, parce que là, ouais. ouais. Ça, au moins, voilà un match qui a, à mon avis, du suspense là-dessus, quoi. Donc, Ah, Roman, il va jamais faire 2 shows par semaine pour Lesnar, là. Il va- je suis moins il- d'accord là-dessus, moi. Hein. Moi, je trouve que Brock Lesnar, il bosse vachement hein, depuis le début de Oui, l'année. Hein. oui, Il oui, était je là, plaisante. il était là à Day One, et déjà avant, il était quand même présent, mais il est vachement présent sur les shows. Il est des fois sur les deux shows, des fois sur Raw et sur SmackDown, pas systématiquement, mais c'est arrivé à plusieurs occasions. Et moi, je trouve que Brock Lesnar, il est dans un des plus gros runs qu'il ait fait, tu vois, depuis qu'il est revenu en 2012. Moi, pour moi, là, c'est un des plus gros runs qu'il ait jamais fait, Brock Lesnar, quoi. Et puis, il fait de la promo, il a la banane, il fait des selfies avec le public, ça check et tout. Enfin, bon, il est tellement surprenant en plus que, si tu veux, c'est quand même bien d'avoir un mec vachement renouvelé comme ça. Ça met un peu de fraîcheur malgré tout dans un truc archi consommé comme la feud Roman Reigns versus Brock Lesnar. Mais c'est ça, il y a un paradoxe, je trouve, entre ce Brock Lesnar babyface hyper sympa qui est là tout le temps, et puis au final un Roman Reigns, un Brock Lesnar, pardon, in ring et qui reste assez répétitif et qui reste un peu décevant là, je trouve, sur les trois derniers pay-per-view, ces trois pay-per-view de 2022, il n'arrive pas à nous sortir des performances extraordinaires. Parce qu'il fait le service minimum. Parce que Ouais, je c'est pense ça. que en plus, on lui en demande pas beaucoup plus, mon bon Raph, tu vois. Sûrement, ouais. Je pense pas qu'il y a un mec qui vient dans le vestiaire et qui dit ouais, Brock, là, j'aimerais bien que tu nous sortes quand même un truc de 30-35 minutes. Là, on veut sortir un énorme machin de poids lourd. Lui, à mon avis, avec lui, c'est no way, ça, quoi, tu vois, quoi. Et je suis Lui, pas sûr qu'il puisse physiquement, hein. ouais, et puis parce qu'en plus, je pense Il y a qu'il. quand même eu des pépins de santé, hein, qui d'ailleurs l'ont fait arrêter l'UFC. Et il a un style tellement physique, je suis pas certain qu'il puisse se dire. Enfin, après, peut-être que je me trompe carrément, mais on a toujours des doutes sur la réelle condition physique de Brock Lesnar, en fait. Donc, est-ce qu'il peut être capable de tenir 30 minutes? Quel cardio pour faire? Bah, Je suis pas sûr du tout. Je pense sans que aller au... pour des raisons, comment dire, pour des raisons de shape effectivement, mais aussi sur le fait que Brock Lesnar lui-même, pour garder son aura kayfabe, faut pas oublier que c'est un grand pote de l'Undertaker et qu'il a toujours tenu à garder le kayfabe très 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 fort avec son personnage. Et je pense tout simplement que pour lui, c'est pas admissible que la bête fasse des matchs super longs. Avec lui, un match, c'est pas possible que ça se passe sur 20-30 minutes, quoi. C'est hyper rare, hein. J'ai revu quelques matchs de lui, là, dernièrement, contre AJ Styles, entre autres, justement, on en parlait tout à l'heure. Et on sent, ouais, qu'il veut garder cette aura de bête indestructible et impitoyable, quoi. Et même là, s'il est dans un run de babyface, bah, comme tous les pôles se sont inversés et que Roman est devenu le top heel phénoménal de la WWE, bah là, moi, je trouve que ça s'accorde plutôt pas mal, là, en ce moment. Ma foi, et écoute, c'est peut-être le personnage. Après, au-delà du. Avant de faire des matchs de 30 minutes, s'il pouvait nous donner 2-3 minutes de plus par-ci par-là dans ses prestations, j'aurais pas été contre. Ah, je suis Mais bien d'accord, hein, mais quand il y a la furie qui débarque comme ça, qui fracasse les plexiglas, etc., moi je suis dans le ring à ce moment-là, mon bon Raph. ouais. Oh, je vois la bestiace de 140 kilos qui vient me foncer dessus pour me mettre une belle close line dans la face. Je me dis, ouais, faut que le match il finisse vite. Après, si c'est juste une question de Lesnar qui veut garder son personnage tel quel en bouffant tout le monde extrêmement vite, moi ça me va très bien, mais du coup, on devrait voir autre chose contre Reigns parce que l'intérêt d'avoir un personnage invincible comme ça, c'est que à un moment, il tombe sur quelque chose qui le fasse Et un peu dérailler, quoi. Et si c'est oui. pas Reigns, je vois pas ce que ça peut être, hein. Mais Oui. Reigns peut le faire dérailler, mais pareil, ça durera pas sur 30 minutes. Eh ben, est-ce que là, le main event du dernier soir de ce WrestleMania en 2 soirs à Dallas, est-ce qu'il va durer 12 minutes? Ça serait un peu bizarre, quoi. Un petit peu dommage, peut-être. Ça ferait cheap, hein. Et Oh, le scandale. ah bah, ça risque d'être ça, hein, je le crains. On verra bien, T'auras mais. déjà, t'auras 25 minutes d'entrée, Ouais. ça va t'occuper. Alors Parce que celui où est... le champ d'Arabie Saoudite,
crois que le premier coup, il est donné à 19 minutes. Donc, ils ont pris leur temps. Hein. Oh. Ouais, on verra bien pour WrestleMania. Bon, allez, et puis le main event du premier soir, alors ça serait quoi? Ronda aussi, sûrement? Ah bah ça va être les femmes. Ah bah ouais, ouais, Ce ouais. sera Ronda aussi. Moi, Ah ouais. je pense que Moi aussi. j'aurais préféré Becky Bianca, mais en Ah termes ouais? de, bah, Ah non. en termes d'in-ring, j'aurais préféré Becky Bianca largement. Ah oui. Mais par contre, en termes de star power, bah, ça sera difficile de Ouais. faire mieux que Ronda, en fait. Bah, faire mieux que Ronda Charlotte, ça c'est pas possible. Là, ou alors il faut faire un Fatal 4-Way et puis collez-nous Wheeler takes all et puis collez-nous Becky et Bianca là-dedans. Moi je signe des deux mains. Alors, tonton, le mot de la fin maintenant pour Ah cette là là Elimination là là Chamber. là là. Ouais, ouais, c'est très très compliqué. Hein. Alors là Eh ouais, mais franchement, je te laisse commencer. ouais, bah écoute, c'était globalement, vous l'avez bien compris, Pablo Catch-up, un show quand même très moyennasse. Un house show monstrueusement produit. J'appuie lourdement là-dessus, mais franchement, le Jeddah Superdome, c'était quand même assez incroyable. Donc c'est quand même assez agréable de suivre un show de catch comme ça où il y a une telle débauche parce qu'on sait que de toute façon cette débauche elle va être là. Donc du coup on a eu des packages vidéo énormes, des pyros dans tous les sens à chaque entrée, etc. Enfin voilà, tout le packaging et tout l'habillage du show était énorme. Donc je peux pas mettre un 1 par exemple à un show comme ça ou un 2 quoi. Même si après le contenu catchesque m'a globalement fortement déçu et puis j'ai trouvé ça vraiment moyennasse quoi. Donc, là, par exemple, j'ai un mal fou à te sortir un match, un top pour le meilleur match de la soirée, parce que franchement, il n'y en a pas un qui m'aura fait sauter au plafond comme ça, quoi. Pas un, quoi. Donc, je vais le donner du coup au main event, sans une conviction extraordinaire, quoi. Plutôt pour saluer un peu la performance des mecs qui étaient là-dedans, voilà le boulot, et puis voilà. Mais je peux pas dire que ça m'aura emballé. Je tiens à vous dire, les notes du show sont catastrophiques partout, hein, sur Cage Side, sur Cage Match. La note, elle oscille entre 2,18 et 2,62, quoi. Sur 10, hein, là, je parle, Sur pardon. 10. Ouais, mais après, enfin, bon, là-dessus, j'ai toujours mesuré sur les notes des trucs parce que, Ouais, non, non, mais c'est juste pour donner tu vois, un ordre Mhm. d'idée un peu, quoi, de quand même, la déception est quand même grande, tu vois, quand même, malgré tout, quoi. Et global, ouais. Et global, ouais, 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 les globales. Donc moi, du coup, mon top, voilà, ça va être le main event sans une grande conviction. Mon flop, j'aurais pu le donner à pas mal de choses, donc du coup, il va falloir que je fasse un peu plouf plouf. Euh, et je, je- je vais le mettre à Goldberg. Voilà. En fait, c'est pour lui dire stop. C'est fini, Bill. Billou, prépare ton plan de retraite. Il est temps. Je crois que tu n'écoutes pas assez catch-up, en fait, et il va falloir que tu te mettes à nous écouter plus et à moins voyager. Et Bilou, écoute, c'est terminé, quoi. C'est tonton catch-up qui te le dit. Entre nous, on est de la même génération tous les deux. Je crois qu'il va falloir t'asseoir. Je vais te servir un bon pomme roll et puis on va en discuter ensemble. Téléphone-moi à Gol. Ber. Voilà. On le récupère à catch-up quand il veut pour une émission, ça c'est pas un souci. Il faut Exactement. aussi Ah ouais, que. ouais, ouais, ouais. Alors là, par contre, il est carrément le bienvenu. Hein. On peut lancer l'invitation à l'antenne. Hein. Bilou, si tu veux venir faire un You Talk Too Much avec l'équipe de Catch-Up, tu You're le seras là. next. Hey, exactement. Puis je finis avec ma note. Ma note, ça sera un. Oh là là là, je suis hyper ennuyé. Bah écoute, moyennasse pour moyennasse, médiocre pour médiocre, je vais mettre un 2,5. Il a dit médiocre, il est resté poli. Papy, est-ce que tu resteras poli ou qu'est-ce que tu nous dis? je vais rester poli, je pense. Je vais essayer en tout cas. Vous dites pas si je déraille. Alors, je rejoins Tonton sur un gros pan de son analyse sur le fait que c'est compliqué de mettre, enfin, pour moi en tout cas, de mettre une sale note. Quand je dis sale note, c'est en dessous de la moyenne pour ce pay-per-view parce qu'au final, effectivement, t'as du grand spectacle, t'as des trucs, t'as des grandes stars, les matchs, t'en as des mauvais, mais c'est pas la majorité. Même le main event, je suis pas d'accord avec le booking, mais au final, quand t'as les stars qui courent après Austin Theory en, en le chassant à travers la cage, c'était comme c'est pas assez fun comme ça se regarde. Et donc du coup, c'est compliqué de mettre en dessous de la moyenne. Par contre, mettre une bonne note, moi pay-per-view déjà à la base, ça doit viser plus haut qu'un show weekly en fait. Et là, moi, du coup, je donnais un 2,75, donc à peine plus que Tonton, qui fait que c'est plus que la moyenne. Mais de l'autre côté, on se dit putain, purée, pour un pay-per-view en Arabie Saoudite avec les moyens qu'ils ont, ils auraient quand même pu taper bien, bien plus haut, quoi. Donc c'est un 2,75, mais c'est pas forcément une bonne note, les gars de la WWE.
Et pour mon Ils top nous ont- flop, ils nous- En plus, ils nous ont enduit d'erreurs avec le Crown Jewel de novembre, tu vois, qui avait été un bon ils ont menti leur pay-per-view. marchandise. Ouais. Eh ouais, eh ouais. Et du coup, pour mon top, je vais le donner à. Bon, c'est pareil, hein, il n'y a pas vraiment il y a un gros marasme en fait. Hormis le Goldberg Reigns qui est très en dessous, le reste ça se vaut plus ou moins. Je vais quand même donner mon top à McIntyre versus Madcap Moss, voilà, parce que parmi les matchs, on va dire que c'est celui qui m'a le plus, que j'ai le plus regardé avec intérêt et qui était le moins éloigné de mes attentes. Voilà. Donc du coup, bah, pour moi, c'est le top. Au niveau du flop, j'aurais pu le donner à Goldberg Reigns, mais du coup, comme Tonton l'a déjà donné, bah, j'en profitais pour faire un top un peu hors sujet, un top sur les commentaires, parce que je me fais un petit kiff à chaque fois de mettre les commentaires en français quand je regarde les shows en Arabie Saoudite. Et là, c'était particulièrement mauvais, notamment Monsieur Nadir, j'ai trouvé qu'il tombait bien à plat. Alors, je pense que j'imagine que c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas à deux à commenter dans la même salle et qu'ils font ça à distance tous les deux. Donc, non seulement pas dans la salle, mais en plus pas ensemble. Et du coup, ils ont du mal à avoir un bon dynamisme et je l'ai senti complètement perdu. Parfois, il s'embrouillait dans ses expressions, il s'embrouillait dans ses phrases, il oubliait ce qui s'était passé au dernier SmackDown. Donc le pauvre Nadir, je l'ai senti en perdition totale. Alors avec un show qui était pas top, avoir un mec qui est en perdition totale au commentaire, c'est complicado quoi. Donc je lui mets un petit Ouais. flop, mais c'est pas personnel. Hein, c'est vraiment, je suis désolé, là c'était vraiment pas bon là les commentaires. Et puis du coup j'ai fait le tour. Voilà, vu que j'ai déjà donné ma note de 215. Merci papy. Alors moi je suis un peu à l'inverse de vous, hein. Je trouve que sur un match, sur une soirée comme ça, pardon, c'est difficile de mettre la moyenne parce que honnêtement, pour un niveau d'un pay-per-view, j'ai trouvé que ça c'était très très faiblard quand même. La difficulté de Goldberg au début, mais bon, la cage féminine, il y a eu vraiment très peu de catch. Honnêtement, la cage masculine, même si elle a eu des moments fun, bravo Austin Theory, quand t'as ces mecs-là dans la cage, notamment Rollins, AJ Styles, Riddle et tout ça, le meilleur moment, c'est pas, ça doit pas être Brock Lesnar qui court derrière Austin Theory, quoi. Et on a eu quand même très peu de catch aussi dans cette cage-là. On n'a pas eu du grand catch avec Ronda Rousey, comme l'a dit Tonton, c'était plutôt du comedy wrestling. Bon, on s'en sort avec un show, moi j'ai trouvé très très bas en termes de qualité. Moi je suis pas aussi virulent que les Dirt Sheets et tout, mais j'ai trouvé que vraiment ça méritait qu'on soit critique. Donc moi je vais mettre mon top à Madcap Moss, ouais moi aussi pour la participation, pour l'effort, pour les spots qu'il a pris. Et mon flop, j'hésitais entre plusieurs. C'est vrai que c'était un peu le marasme. Moi je voulais mettre mon flop au match tag team féminin, ouais, que j'ai trouvé sans grand intérêt. Mais j'aurais pu le mettre à d'autres prestations. Et moi je vais mettre un 2 tout simplement. Je suis en dessous de la moyenne pour moi. C'est très beau les pyros, c'est très beau les entrées. Mais c'est encore mieux quand c'est récompensé par quelques gros matchs. Il y aurait eu un seul match, tu vois, du niveau du. Le Royal Rumble avait été sauvé par le Rollins Reigns d'entrée. Mais là, on n'a pas eu, il n'y a pas eu ça. Il n'y a eu aucun match qui a été brillant. Donc sanction, punition. Ah ouais, la jeunesse est impitoyable, mais la jeunesse peut avoir parfois raison. Parfois, effectivement. Mais bon, en tout cas, ça nous a fait plaisir d'être ensemble. Merci beaucoup, Tonton, pour ta participation à ces reviews d'Elimination Chamber. Un petit dernier mot de la fin. Comment tu te sens, tout ça, quand même? Ça va? On continue? On y part à WrestleMania? De toute façon, moi j'y pars à deux pieds et à deux mains, il n'y a pas de problème. Hein. Écoute, hein, je vais suivre cette route avec attention, y a pas de souci. C'est pas parce que je sors d'un pay-per-view mitigé que tu vois, ça va m'entraîner une perte de passion ou je ne sais quoi. Donc non, non, pas du tout. Moi je suis très intéressé par la route de WrestleMania chaque année de toute façon. Après, on est plutôt un peu perplexe sur justement comment va être bookée cette route et que ce fameux match là, hein, qui pose quand même plein de questions avec la présence de Lesnar et Roman Reigns dedans. Et bah écoute, il va falloir qu'on y réponde tout au long des semaines parce que je pense que ça s'annonce assez rock'n'roll. Mhm. Papy, dernière analyse? Ouais, moi je suis là sur le coup, ça m'a réinquiété d'un coup. Et surtout que je me dis que depuis le début de l'année, on a comme pas des pay-per-view ouf. Mais oui. Et je me demande si peut-être dans ces cas-là, tu fais des liens un peu avec tout et n'importe quoi. Et moi, je fais un lien avec l'arrivée sur Peacock des pay-per-view.
Et j'ai l'impression qu'on a de plus en plus des pay-per-view qui se ressemblent avec notamment énormément de packages vidéo. Il n'y en avait pas autant avant et ça m'inquiète un peu et je me demande vers quoi on avance pour WrestleMania, quoi. Donc je vais regarder bien entendu le WrestleMania, mais par contre l'inquiétude commence à monter un peu et surtout je vois pas le reste de la carte s'affiner, quoi. Donc s'ils ont prévu de nous passer des packages vidéo pendant une heure à Pendant deux WrestleMania, ça va soirs. être chiant, quoi. Il y a 2 soirs de package vidéo. Ouais. Oh là, Ah, 200 de cool. packages vidéo et en plus ils vont repasser les mêmes, plus sûr. Ça, c'est Bon. fort possible. Allez, merci les copains, merci peuple de Catch-Up, continuez à nous écouter bien sûr, nous donner votre avis, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Catch-Up, à écouter sur PodCloud, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Deezer, on est partout. Et vous pouvez nous suivre et interagir avec nous, notamment sur Twitter où nous avons un tonton Chris très actif. Et puis Alors, aujourd'hui a été une grande journée pour le peuple de Catch-Up puisque ah oui, nous vas-y avons dis-nous. un 1091e abonné sur le compte Twitter et ce n'est autre que John Cena qui a même liké la photo de notre logo. Alors le peuple de Catch-Up, pour ceux qui ne connaissent pas le compte Twitter de Catch-Up, notre logo c'est tout simplement John Cena en noir et blanc en train de faire une tête très très méchante et sur un fond bleu et rouge et blanc magnifique fait par le papy, il me semble bien, réalisé par le papy. Et bah John Cena est venu liker le logo de Catch-Up. Et j'ai trouvé ça incroyable. Donc voilà, donc ça, vous pouvez le retrouver sur Twitter ou tout simplement en nous rejoignant sur la communauté Discord. Voilà. Et ben John Cena, thank you. Et puis peuple de Catch-Up, à très Chez nous. bientôt. Ciao à tous, ciao les copains. Salut à tous! Salut papy, on dit à Tammy, salut Raphaël, yeah, salut peuple de Catch-Up. Le saviez-vous? John Non. Morrison était au Mexique hier soir. Ah, Très bien. Et Virman? On le cherche toujours quelque part entre New Delhi et Bombay.